Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre sur les médias leaders Twi TV et WattFM. Vous le savez, nous sommes en direct et en simultané. Nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet de Drago, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les juges Bougma et Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour Président Drago, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez constaté, c'est une convocation qui se tient dans un décor exceptionnel avec un invité tout aussi spécial. Celui que nous convoquons aujourd'hui est un acteur majeur de la scène politique ivoirienne, ancien président de la jeunesse du PDCI, ancien maire de Port-Boué. Il a été le seul adversaire d'Alassane Dramane Ouattara à la dernière présidentielle. Kwadjo Konabertien dit KKB, ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, est à la barre ce matin. Bonjour Monsieur le ministre, bienvenue. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de cohésion sociale et de réconciliation nationale. Mais avant, nous allons sacrifier à la tradition en ouvrant cette émission avec la première fenêtre, les avant-propos. Et pour cette partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Merci Président. Mon avant-propos va constituer le prolongement de la crise au niveau de l'école burkinabé. Il y a des écoles, le Zenda est fermé. On a eu aussi la fermeture par anticipation au niveau de la commune de Houndé parce que quand les élèves ont déposé le préavis, donc les autorités au niveau de cette localité, pour anticiper, ont pris la décision de fermer jusqu'à nouvel ordre les écoles. Alors, curieuse façon de faire parce que c'est juste un préavis. Peut-être que les autorités ont des informations à leur niveau, mais quoi qu'il en soit, c'est une fermeture qui a suscité beaucoup d'interrogations parce que bon, ça tombe comme ça, donc fermé jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait peur? On ne sait pas. Mais pour terminer également avec un avant-propos avec cette crise, il y a d'autres acteurs à qui jusqu'à présent aussi on n'a pas pu donner la parole ou que peut-être qu'ils ne sont pas encore sortis. Il s'agit aussi de ceux qui signent le bac, les enseignants du supérieur, les enseignants eux-mêmes, et il y a aussi le ministère des enseignements supérieurs. C'est vrai qu'après la conférence de presse conjointe, les choses sont allées vite. Jusqu'à présent, c'est une entité également qu'on n'entend pas par rapport aux prochaines réformes annoncées, alors que le ministre dit que dans l'UEMOA consacre pour 2025. Que dit également ceux qui sont en charge de l'enseignement supérieur? Je dis bien, après le point de presse conjoint entre les deux, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Et là aussi, leur réaction, je pense, dans cette crise est attendue. Merci, Monsieur le juge. Nous allons à présent écouter le juge Vaha. Oui, merci Président. Je vais aller très rapidement puisqu'on a un invité. Mon avant-propos va concerner le Mali. On l'avait abordé hier, d'ailleurs, en actualité. Et on apprend qu'il est demandé la démission du Premier ministre, beaucoup d'autres choses. Et moi, je garde toujours mon regard, celui que j'ai partagé hier. Je crois qu'une armée a pour rôle premier d'abord de rassurer les populations. Et aujourd'hui, pour ce qu'on voit du Mali, et notamment du camp qui n'est pas loin de la capitale, il est toujours le lieu où sont convoqués ou presque emmenés de force, soit un président, soit un premier ministre. Je pense que ça ne donne pas le bon visage qu'on veut de ce Mali-là. Et puis je crois que s'il y a, et je le répète, à bander les muscles, je crois que ce n'est pas vers les autorités maliennes. Et encore moins avoir ce visage-là à donner qui est peu reluisant du Mali. Mais il y a un terrorisme, il y a une insécurité qui a besoin d'une offre. Et d'abord, celle militaire, conjuguée évidemment à celle du dialogue qui est voulu par les Maliens. Mais je pense que les militaires ne sont pas dans leur rôle dans ce qu'ils font aujourd'hui. Et j'ose espérer pour le peuple malien qu'on pourra sortir par le haut dans ce qui est en train de se passer et qu'il aurait une oreille attentive à tout ce qui est lancé comme appel notamment de la communauté internationale. Et j'ai fort espoir que les uns et les autres reviendront à la raison parce que ce qui est en train de se passer pour moi n'est pas réduisant. Et lorsque l'Africain demande le respect, je crois qu'il faut le mériter, cela transparaît dans nos comportements de tous les jours. Merci, messieurs les juges, pour ce propos introductif. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, comme je l'ai dit, qui est en direct et en simultané sur Twi TV et WattFM. Pour ceux qui nous prennent en marche, Kwadjo Konabertin dit KKB, ministre ivoirien de la Réconciliation nationale est notre convoqué du jour. Une fois de plus, monsieur le ministre, bonjour et merci en tout cas d'avoir accepté notre convocation. C'est bon. Alors, vous séjournez depuis quelques jours au Burkina Faso dans le cadre d'une mission officielle. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'agenda de M. le ministre en terre burkinabé? Merci de me donner l'occasion de m'adresser
au peuple frère de Burkina à la fin de mon séjour. Je suis là en effet depuis le 20. Nous sommes au 25 aujourd'hui. J'ai été invité par mon homologue, le ministre d'État, ministre de la Réconciliation auprès du président de la République du Faso, pour participer à la demande des jeunes de ce pays, organisateurs du Marley d'Or, pour participer justement au festival de reggae en lien avec le thème de la réconciliation. C'est le lieu pour moi de remercier ces jeunes gens, ces autres frères, pour ce grand honneur qu'ils me font en m'associant justement à cette belle cérémonie qui a eu lieu. Je suis venu, j'ai vu une jeunesse debout, autour du reggae certes, mais qui passait un message, celui de s'approprier le processus de réconciliation est en cours, parce qu'il s'agit de leur avenir qui est en jeu. Pour bâtir la nation, cette nation du Burkina, comme celle de la Côte d'Ivoire, nous sommes bien dans l'obligation de maintenir la paix dans nos différents pays, dans la sous-région et dans le continent. Et donc, depuis le 20, je suis là. Et je voudrais aussi remercier le ministre d'État pour toutes les marques d'attention qui n'a cessé donc de manifester à notre endroit, à mon endroit moi-même, ainsi qu'à l'endroit de ma délégation qui m'a accompagné, qui a ainsi rendu agréable notre séjour. Nous avons eu ensemble des séances de travail assez fructueuses, des séances. Séances de travail assez fructueuses, portant évidemment sur nos deux ministères qui eux-mêmes portent sur le même thème, celui de la réconciliation et de la cohésion. En la matière plutôt, nous avons dans l'obligation de partager nos expériences, d'échanger nos expériences, de regarder, pour ne pas dire autre chose, dans la même direction. Et je dois vous dire que je repars d'ici satisfait, surtout que tout ça s'est couronné par une audience que le président du Faso a bien voulu nous accorder, malgré son calendrier si chargé. C'est aussi le lieu pour moi de lui dire infiniment merci et de témoigner notre gratitude. Alors, depuis le 15 décembre 2020, le président ivoirien a décidé de vous confier la mission de réconcilier les Ivoiriens. Alors, quelques mois après, comment se porte aujourd'hui Kakabe dans son costume de ministre? Vous me donnez là encore une fois l'occasion de renouveler mes remerciements au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui me responsabilise à ses côtés. En me confiant ce ministère, il faut que l'on soit clair. Le chef de l'État est lui-même celui qui fixe le cap. Il est le premier réconciliateur de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Moi, je ne suis qu'un instrument à sa solde pour l'accompagner dans ce processus. Donc, depuis 5 mois, nous sommes en train donc, de nous organiser, de prendre nos marques pour nous rendre utiles. Il est heureux que nous arrivions à un moment où je crois que les Ivoiriens eux-mêmes expriment clairement le besoin d'aller à la paix, à la réconciliation, parce que 10 ans après la crise post-électorale, ça n'a que trop duré. Les Ivoiriens eux-mêmes veulent maintenant la paix. Et le chef de l'État donne le ton. Lui qui, en premier, est disposé, au regard des mesures qu'il prend, des discours qu'il prononce, des messages qu'il envoie, des comportements qu'il affiche au quotidien, vous avez la certitude que le président de la République de Côte d'Ivoire est dans une dynamique, celle de la paix et de la réconciliation. Et j'ai dit aux Ivoiriens, quand on a la chance d'avoir le premier responsable de la République, chef suprême des armées, lui-même dans un tel état d'esprit, il faut en profiter. Et l'accompagner en lui emboîtant le pas, dans ce sens, rien que ça, pour que vivement les Ivoiriens, justement, commencent à respirer un air nouveau. D'accord. Alors, messieurs les juges, nous sommes déjà dans le vif du sujet. Juge Bougma. Effectivement, nous sommes dans le vif du sujet. Vous êtes ministre en charge de la réconciliation au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors que dans votre parti d'origine, au niveau du PDCI, entre vous et les acteurs, ce n'était pas aussi simple compte tenu de vos prises de position suffisamment assumées. Aujourd'hui, quelle est l'ambiance qu'il y a entre vous? Tout se passe très bien. Vous savez, j'ai quand même dirigé la jeunesse du PDCI RDA pendant au moins 13 ans.
tous les jeunes gens qui avaient 18 ans en 2000 ont conduit le PDCI-RDA modestement avec moi à mes côtés. J'ai conduit ces jeunes gens-là de 1999 jusqu'en 2011, jusqu'en 2015, parce que j'étais président des jeunes du PDCI jusqu'en 2013. J'ai été au-devant de cette scène. Ces jeunes gens, je les ai vus grandir, et pour la plupart, ils occupent des postes de responsabilité au sein du parti. J'ai des liens avec chacun d'eux, des liens, mais alors là, de certaines natures qui transcendent les clivages politiques. Il n'y a pas que la politique qui me lie à cette génération. Et ces liens-là ne s'effacent pas le jour au lendemain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment en 2020? Moi, je suis du PDCI-RDA. Et quand je le dis là, il faut que l'on comprenne pourquoi je fais la précision. Qu'est-ce que c'est que le PDCI-RDA? C'est le parti d'Houphouët. Mais quel est son idéal politique? Quels sont ses enseignements? Voilà un parti qui prône la paix. Voilà un parti qui pense que tout se résout par le dialogue. Voilà un parti de non-violence. Voilà un parti bâtisseur d'une Côte d'Ivoire moderne telle que nous la connaissons, qui doit rester lui-même attaché à ses valeurs et à sa vision et à son idéal politique. Nous nous sommes retrouvés devant une situation en 2020, laquelle M. Alassane Ouattara arrive en fin de mandat. Notre constitution ivoirienne prévoit le quinquennat, c'est-à-dire le jour de l'élection, vous savez très bien, le jour où on va aller à la prochaine élection. Et c'est prévu par la Constitution. Le parti va à une convention, désigne un candidat, ces dossiers sont validés, et puis on dit non, on ne va pas aux élections. Mais sans consulter personne, sans associer personne. Cette façon cavalière de gérer les partis, les temps ont changé. Moi, je n'y adhère pas. Et les enjeux sont autres. On a connu la guerre après les élections de 2010. 10 ans plus tard, j'ai eu le sentiment qu'on voulait remettre le couvert. Je crois que ce n'est pas ce que les jeunes Ivoiriens attendent de la classe politique. Il faut aller aux élections. Oui, on me dira, oui, les conditions ne sont pas réunies pour aller à des élections. Dites-moi, depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, quelle est cette élection qui a réuni toutes les conditions avant qu'on y aille? Aucune. Houphouët est mort en 93. En 95, il y a eu la première élection sans Houphouët. Il y a eu boycott actif. Au motif que les conditions n'étaient pas réunies. Et pourtant, Bédi a été élu président. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. 95-2000. La prochaine élection en 2000, Gbagbo a été élu dans des conditions calamiteuses, comme il dit lui-même, après un coup d'État. Pourquoi? Ouattara a été exclu, Bédi a été exclu. Est-ce que les conditions étaient réunies? Non. Et pourtant, il y a eu élection. En 2005, il n'y a pas eu d'élection. Parce qu'il y avait la guerre sur le sol. En 2010, vous connaissez tous les résultats. À quel moment peut-on me dire qu'en Côte d'Ivoire, depuis qu'Houphouët est décédé, on a réuni les conditions idéales avant d'aller à des élections? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Cette fois-ci, je ne voulais pas qu'on resserve ce que les Ivoiriens ont vécu en 2010. Je ne voulais pas de remake de ce film d'horreur qui a engendré 3000 morts officiellement, qui a dénaturé notre pays, qui a causé des milliers de réfugiés politiques. Au moment où je suis en train de me battre pour qu'ils retournent au pays, c'est pas ce moment-là qu'il faut faire autre chose pour que d'autres les rejoignent en exil. Or, on me dit le 31 octobre, n'allons pas aux élections. Je veux bien. Ceux qui me disent n'allons pas aux élections, je leur pose une seule question. Que faisons-nous à la place des élections le 31 octobre? Qu'on me réponde. Parce qu'il faut qu'on comprenne que les temps ont changé. Sur le continent, nous sommes bien obligés d'admettre la démocratie. Et l'alternance ne se fait pas de deux façons en démocratie, par les urnes. Alors, quand il n'y a pas d'élection le 31, qu'on me dise à moi, à 52 ans, qu'est-ce qu'on fait le 31? Un coup de force? Un coup d'État? Un boycott? Moi, j'ai condamné le boycott en 95, organisé par le Front républicain, contre mon parti, contre le candidat Henri Konan Bédié. Je ne peux pas, de 95 à 2020, être aujourd'hui l'organisateur d'un boycott actif. Parce que cette fois-ci, c'est contre Alassane Ouattara. Non, ça manque de cohérence. Je veux être cohérent. Je veux être cohérent, je veux être logique, et je veux être un homme de paix. Un bâtisseur. Alors, je dis que je n'adhère pas à cette logique, je n'adhère pas à cette incohérence, eh bien, je suis candidat. On me dit, oui, il va légitimer Alassane Ouattara. Et alors, entre deux mots, je choisis le moindre mal. En allant à ces élections, je l'ai clairement indiqué aux Ivoiriens,
Je fais le choix de la paix. Ce n'est même pas tant les résultats qui me préoccupaient. Mon résultat à moi, c'est que la Côte d'Ivoire tienne debout après ces élections. Et j'étais presque en train de vous dire la chose suivante, où Fouet-Boigny nous disait ça. Tant que nous serons en société, surtout entre hommes politiques qui recherchons le même fauteuil, il va toujours avoir des crises, des malentendus. Mais quand ça survient, il faut tout de suite avoir recours au dialogue. Qu'on le fasse maintenant ou après, tôt ou tard, on aura recours au dialogue. Il faut éviter de le faire quand il y a déjà eu des morts. Voilà ce qu'il faut m'enseigner. Mais 2 semaines après ces élections, à quoi a-t-on assisté? Bédier rencontre Alassane Ouattara, mais quand on a eu 85 morts. Voyez-vous, c'est ce que je voulais éviter au peuple. Une mort est une mort. Personne ne peut souhaiter une mort. Mais entre 85 morts et 3000 morts, où est la différence? Je pense avoir fait œuvre utile. Je pense avoir aidé ce pays. Mais et c'est ça qui est le plus important pour moi dans ma carrière. Mais dans votre camp, il y en a qui ne partageaient pas. Mais qui ne partagent pas. C'est réglé aujourd'hui. C'est leur droit. Combien était-il qui ont défendu Jésus-Christ quand on le crucifiait? Il a été crucifié. Et pourtant, combien sont-ils dans nos églises aujourd'hui? Allez-y, regardez le monde qu'il y a dans les églises. Non, j'étais persuadé que j'étais dans la bonne direction. Aujourd'hui, je n'ose pas dire que c'est le temps des regrets. Mais je peux vous dire que j'entretiens d'excellentes relations plutôt avec l'ensemble des dirigeants, des militants du PDCI-RDA. Même le président Bédier. Qu'il le veuille ou pas, quand je le veux ou pas, nous sommes de la même région. Bédier reste mon père. Mais nous n'avons pas eu la même lecture de la situation du moment. Il y a eu divergence, comme il a dit lui-même. Mais dans la vérité, quand on participe après aux élections législatives, sans que les conditions n'aient changé, je ne cherche pas qu'on me donne forcément raison, mais les faits sont là, têtus. Je suis serein. Et moi, j'avance. Et je reste attaché à ce parti, le PDCI-RDA. Et le temps nous le dira. D'accord. Dans la suite de ma question par rapport à votre mission, effectivement, il y a cette affaire de la réconciliation nationale, mais il y avait le dialogue politique qui avait été déjà enclenché sous le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Alors aujourd'hui, quel est l'état de ce dialogue politique? Vous me donnez là l'occasion de saluer la mémoire d'un ami, d'un frère, qui aura été beaucoup pour moi dans la vie. Oui, Ahmed Bakayoko, c'est un grand frère que j'ai rencontré à l'université de Côte d'Ivoire, Cocody. C'était un aîné. Ensemble, nous avons mené des combats à l'époque de la naissance du multipartisme, au retour au multipartisme, à la démocratie. Quand les étudiants de la FESI tiraient à boulet rouge sur Fouet-Boigny, quand ils cassaient tout sur leur chemin, quand ils insultaient Oufoué, quand ils traînaient dans la boue, nous nous sommes organisés à cette époque-là. Il fallait le faire pour défendre l'œuvre de Fouet-Boigny. C'est là que j'ai appris à aimer, à apprécier, à respecter Ahmed Bakayoko. Homme de conviction. Nos chemins se sont séparés à un moment, après la mort du président Oufouet, parce que j'étais partisan de ce qu'on applique la Constitution qui avait prévu que l'article 11 soit appliqué et ça profitait au président Henri Konan Bédié. Mon ami et moi, on ne s'est pas entendus, nous sommes séparés. Mais je dois avouer que plus tard, il a eu raison de moi, puisque son mentor Alassane devient président de la Côte d'Ivoire. Et tout le monde a vu le parcours d'Ahmed Bakayoko. Je salue sa mémoire. Aujourd'hui, je suis ministre parce qu'il m'a proposé au président de la République, quand il était déjà Premier ministre. Vous voyez, c'est un acte fort dans la vie d'un homme. J'aurais aimé qu'il soit vivant aujourd'hui, pour que dans un tandem, nous continuions. Ce qu'il m'a dit et ce que je lui ai dit, puisque nous avons fait tous deux le serment d'accompagner le président Alassane Ouattara pour l'aider à bâtir et à rebâtir la paix. Voici le contrat entre Ahmed et moi. Et il m'a lâché en chemin. Déjà, je salue sa mémoire pour ce qu'il a fait, puisqu'il a déjà entamé le processus. C'est lui qui a initié le dialogue politique. Avec brio, il a conduit ce dialogue qui a débouché sur l'organisation des élections législatives sans violence, avec des résultats que tout le monde connaît. Ça aurait été un grand homme. Et je voulais vraiment le saluer, même à titre posthume. Maintenant, il n'est plus. Nous devons continuer. Et moi, personnellement,
la meilleure façon pour moi d'honorer sa mémoire, c'est de respecter les engagements que j'ai pris, c'est-à-dire accompagner le président de la République, encore sous le quinquennat, sans tricherie aucune, pour l'aider à rebâtir la paix, à reconstruire la stabilité et à réconcilier les Ivoiriens. Le processus est en cours, je peux vous le dire. D'accord. Oui, juge va. Oui, je pense qu'on y est de plein pied dans le sujet. Vous dites, concernant la réconciliation, le processus est en cours. Le Burkina aussi est dans ce même processus de réconciliation. Et la question qu'on pose très souvent, c'est qu'est-ce qu'on y met lorsqu'on parle de réconciliation? Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Les meurtrissures sont profondes. Lorsqu'on parle des massacres, 13 sont catégorisés dans les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, 2 en 2012 et les autres en 2011-2012. Donc vous vous rendez compte que il y a une mémoire vive, il y a des meurtrissures qui restent encore très ouvertes. Et puis, il y a les clivages politiques qu'on connaît et tout. Comment vous comptez réconcilier ces Ivoiriens-là? C'est toute la question aujourd'hui. Ce n'est pas que les Ivoiriens, aussi bien les Ivoiriens que les Burkinabés. Nous serons face à une équation. Est-ce que nous voulons demeurer dans les blessures? Ou alors, nous voulons rebâtir nos deux États? Et justement, il y a un choix à faire. Si nous voulons rebâtir nos deux États, nous sommes bien obligés de transcender les clivages, de penser nos plaies, mais assez rapidement. En ce qui nous concerne en Côte d'Ivoire, il y a eu près de 300 000 Ivoiriens déplacés qui étaient réfugiés. Aujourd'hui, plus les 300 000, vous avez à peu près 280 000 qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. C'est un pas de géant. Ils sont presque tous rentrés. Il y avait beaucoup de prisonniers. Beaucoup sont sortis, il en reste encore quelques-uns. Et les plus illustres, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, leur retour est annoncé en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de le préparer. Parce que pour qu'un ancien chef d'État de la carrure de Gbagbo rentre dans son pays, il y a un minimum de conditions à régler. Il y va de la responsabilité du gouvernement que de faire en sorte que ce retour soit sécurisé. Puisque dans notre entendement, Gbagbo, c'est son droit de revenir dans son pays, mais ce retour-là doit venir consolider ou aider à consolider la paix que Ouattara s'efforce à rebâtir. Donc le processus est enclenché, il est en cours et ça se porte très bien. Une fois que nous aurons réussi à rassembler tous les acteurs politiques sur le sol ivoirien, alors j'imagine que place sera faite désormais au dialogue. Nous sommes des frères, nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes peut-être adversaires politiques par moment, le temps des élections. Mais passé le temps des élections, nous devons revivre notre fraternité et envoyer d'autres signaux à notre jeunesse et donner cette occasion-là à la démocratie de s'exprimer pour qu'on sache sa beauté. Elle est belle, la démocratie. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous citiez des noms emblématiques. Je parle d'acteurs de la scène politique ivoirienne. Vous n'avez pas cité le nom Soro Kibafori. Non, je citais le nom de ceux qui arrivent. Mais Guillaume Soro, tout le monde le connaît. Surtout vous, les Burkinabés, vous le connaissez peut-être même mieux que moi. Alors, c'est un frère, il est ivoirien. Vous savez, chaque chose en son temps. Il y a 10 ans, personne ne parlait du retour de Laurent Gbagbo. Maintenant, on en parle. Vrai ou faux? Chaque chose en son temps. Guillaume Soro reviendra dans son pays. C'est peut-être le jour que je ne connais pas ce matin, mais il reviendra dans son pays. Dernière question dans la série que moi j'ai. Ici, par exemple, il y a le débat concernant la réconciliation des triptyques. On parle de justice, donc cette justice qui doit jouer un rôle qui est très important dans cette réconciliation-là. Du côté de la Côte d'Ivoire, il y a aussi la question de la justice, mais pour beaucoup, c'est là qui empêche aussi un certain nombre d'éléments. Vous prenez le cas de Soro, dont on parlait tout à l'heure. Il n'y a pas si longtemps, il était jugé par contumace dans certaines affaires. Vous prenez le cas de Gbagbo Laurent, il est condamné, quoi qu'on dise, dans des affaires en Côte d'Ivoire. Vous prenez le cas de Blé Goudé, c'est quand même pareil. Donc, on a aussi cette justice-là qui a donné des décisions qui posent, je ne dirais pas problème, mais qui doivent être courageusement débattues, qui doivent être courageusement entrevues. C'est la preuve que la Côte d'Ivoire reste un état de droit. Si on a des choses à reprocher à un citoyen, n'importe lequel, il appartient à la justice de le lui signifier, d'une façon ou d'une autre. Donc ces jugements qui ont été rendus, c'est la manifestation de ce que la Côte d'Ivoire reste un état de droit. Après, tout est possible.
Surtout quand on a fixé un cap. Le cap aujourd'hui, c'est la réconciliation, c'est la paix. Tous les compromis sont possibles et aucun sacrifice n'est grand quand il s'agit de paix et de réconciliation. C'est valable en Côte d'Ivoire, c'est aussi valable aussi au Burkina. Mais là-dessus, justement, il y a le retour de Gbagbo, mais on a entendu aussi les figures de proue, notamment des victimes, donc des représentants d'associations de victimes, qui disaient, concernant son retour, être mal à l'aise. Donc ça veut dire, c'est vrai, des compromis, mais il y a des victimes aussi qui attendent et qui regardent. Est-ce qu'ils sont pris en compte? Nous sommes dans un état de liberté et de démocratie. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Je respecte les positions des victimes et je crois même qu'il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Et ce n'est pas moi, le ministre de la Réconciliation, qui veut les blâmer. Je leur dis tout simplement, oui, ils ont souffert. Oui, ils ont été blessés. Oui, ils continuent de souffrir. D'autres sont handicapés à vie. Ils traînent des blessures à vie. C'est vrai. Nous les voyons. L'État ne peut pas les oublier. Cependant, est-ce qu'ils pensent comme moi que beaucoup d'Ivoiriens, même ceux qui sont encore valides, ont besoin de reconstruire le pays? Ils disent oui. La condition à remplir, c'est qu'on apprenne à se remettre ensemble. C'est qu'on apprenne à se remettre ensemble. Moi, j'exhorte tous ceux qui sont handicapés aujourd'hui, toutes les victimes, et même les parents des victimes. Mais justement, c'est parce qu'ils sont victimes que c'est à eux qu'on demande le pardon, qu'ils doivent pardonner. Si je ne suis pas victime, je n'ai pas été blessé, je n'ai rien à pardonner. C'est là maintenant que chaque Ivoirien, surtout dans le rang des victimes, doit faire preuve de dépassement, de grandeur d'esprit et d'aller au pardon. Mais ça se travaille, et je l'ai dit, que la réconciliation ne se fera pas, ou du moins qu'on ne peut pas sacrifier les victimes sous l'autel de la réconciliation. Je l'ai dit quand j'ai pris fonction. Et j'ai continué de les rassurer pour dire que ni Alassane Ouattara, ni son ministre, personne au gouvernement n'entend sacrifier nos victimes sous l'autel de la réconciliation. Chacun sera pris en compte dans le processus. D'accord. Alors, beaucoup voient au retour de Charles Blé Goudé et de l'ancien président Gbagbo un tournant décisif dans le processus vers la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'officiellement, vous, en tant que ministre, vous avez pris langue avec ces deux personnalités? D'abord, avant de rentrer au gouvernement, j'étais habitué à leur parler. Tout le monde sait, ça fait l'ombre d'aucun doute, et je ne fais pas de mystère là-dessus aujourd'hui. Charles Blé Goudé est un ami. Moi, j'ai un principe, je n'ai pas d'ennemi. Même Guillaume Soro est un ami. Nous nous parlons tous les jours. Le président Gbagbo, quand il est sorti de prison, j'ai été déjà lui rendre visite avant de rentrer au gouvernement à Bruxelles. Déjà, pour anticiper, je lui ai posé la question sur son retour en Côte d'Ivoire. Comment entend-il? Comment voit-il son retour? Comment l'envisage-t-il? Nous avons déjà discuté. Moi, je suis PDC IRDA. Je n'ai pas d'autre façon d'envisager son retour qu'un retour concerté, un retour dans le dialogue, un retour encadré, un retour discuté entre le pouvoir et lui, son camp. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe. Les cadres du FPI viennent rencontrer le gouvernement, les membres du gouvernement, on s'assoit autour d'une table et on définit tous les contours de ce retour-là. C'est ça que j'ai toujours souhaité. Nous nous parlons à longueur de journée. Comment est-ce possible qu'on aille à la paix si on ne se parle pas? D'accord. Alors, Bernard Bouma le disait tantôt, le Burkina Faso est engagé également dans un processus de réconciliation nationale. Mais ici, on a aussi une certaine opinion qui pense que ce processus-là, c'est finalement un arrangement entre acteurs politiques. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez les mêmes appréhensions? Non. Appelez-le ça comme vous voulez l'appeler. Pourvu que ça ait un impact positif sur le reste de la société, nous, ce qui compte pour nous, c'est qu'on s'assure que les Ivoiriens ont véritablement oublié le traumatisme, qu'ils ont pardonné et qu'ils décident de revivre ensemble. Maintenant, ça peut porter le nom de que vous voulez lui donner, arrangement, tout ce que vous voulez, mais moi, on m'a appris une chose. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Alors, vous avez dit tout de suite que vous avez maintenu le contact avec ceux qui ne sont pas là, qui sont pour le moment en exil. Mais est-ce que cette communication également continue avec Guillaume Soro? J'avoue que ça fait quelque temps qu'on n'a pas parlé. C'est vous qui avez rompu ou c'est lui qui a rompu? Non,
puisqu'il n'est pas disponible. Il faut d'abord avoir son nouveau contact, mais je parle avec son entourage. Tout récemment, le ministre Zéphirin Diabré était à Abidjan. Vous avez eu une séance de travail, il a été également échangé avec le chef de l'État. Vous êtes actuellement à Ouagadougou, vous avez aussi eu des séances de travail ensemble. Vous avez été à Kosiam rencontrer le chef de l'État. Il y a aussi au Burkina, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Vous avez parlé tout de suite de réconciliation également entre les deux pays. Mais il y a aussi un dossier sur la table à Abidjan, le dossier Blaise Compaoré. Est-ce que ça a été au milieu de vos échanges et qu'est-ce que vous avez dit à propos? Blaise Compaoré, d'abord, je vous rappelle que la Côte d'Ivoire, c'est son pays. Puisqu'il a épousé une des nôtres. Ça ne fait longtemps. Et je pense que, en tout cas, si c'est nous, Ivoiriens, il ne nous pose pas de problème. Et il se sent bien en Côte d'Ivoire. Mais après, ce qui est valable pour nous est valable aussi pour lui. C'est un adage qui dit qu'on est mieux que chez soi. Il a quand même été président du Faso. Et à son âge, je crois qu'il éprouve le désir de rentrer chez lui au pays. C'est un désir tout à fait légitime. Maintenant, il appartient aux autorités, n'est-ce pas, burkinabées, en lien avec lui, de regarder comment ces choses-là s'étudient. Et comme par hasard, ce sont des dossiers qui se ressemblent. Nous préparons le retour de Gbagbo ou aussi de préparer le retour de Compaoré. Oui, mais il y a des partages d'expérience, il y a des angles à arrondir. Qu'est-ce qui se passe en coulisses? Ben, le ministre de la Réconciliation que je suis ne peut pas aller au-delà de ce que je dis ce matin. Alors, moi je suis venu, j'ai écouté, on a échangé, on a travaillé. L'exclusivité, la primeur de ce qui a été débattu ici, naturellement, est réservée à mon président, le président de la République ivoirienne. Vous comprenez très bien que je ne peux pas les rendre publics avant de lui rendre compte. D'accord. Pas de date entre les deux, le retour de Gbagbo et Blé Goudé et puis celui de Blaise. Il y a des dates. Les choses avancent très 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 bien. On ne rentrera pas ici là dans du fétichisme de date de ce genre-là. Gbagbo a passé 10 ans à l'étranger. Ce n'est pas les quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines pour préparer son retour qui nous poserait problème. Donc la date, ce n'est pas ça le plus important. Mais il y a certains des proches également de Gbagbo, une fois qu'ils sont rentrés, ont aussi tenu un discours qui n'est pas aussi simple. Est-ce que ça ne fait pas craindre? Est-ce que vous constatez que ça continue, cette façon de dire, cette façon de parler? Non, je pose la question, puisque je ne sais pas, on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Non, vous avez dit qu'ils ont commencé. Est-ce que vous, quand vous suivez bien les choses, est-ce que vous remarquez que ça continue? Nous parlons. Le plus important, c'est qu'on s'assure qu'on a la même appréciation des réalités. Au fond, moi, qui suis ni RHDP, ni RFPI, moi je suis PDCI-RDA, ben, je suis dans le dossier. Qu'est-ce que nous recherchons tous? Que Gbagbo rentre au pays? Oui. Ce n'est pas le caractère de l'accueil qui va ramener encore la guerre à la Côte d'Ivoire. Ce serait vraiment absurde. L'important pour nous, c'est que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Et nous sommes tous d'accord et prêts à l'accueillir. Le reste là, c'est les détails. Et puis, comment ça fait 10 ans que ça dure, franchement? Est-ce qu'on doit faire le choix de continuer toujours à remuer le couteau dans la plaie? C'est plus nécessaire. Il y a aussi un autre dossier parce qu'après les élections, l'opposition avait créé le CNT. La suite, on la connaît. Et ce dossier, parce qu'il y avait aussi cette procédure qui avait été engagée, Pascal Affi-N'Guessan avait été détenu. Ce dossier, à quel niveau aujourd'hui aussi? Ben, ceux-mêmes qui ont créé leur CNT l'ont dissous. Donc il est clos. Après, il y a les actes posés. Ils l'ont clos. Le dossier de la CNT, l'épisode, c'est clos. C'est terminé. Sauf que ceux qui ont agressé, ceux qui ont cassé, ceux qui ont brûlé, ceux qui ont tué, tombent sous le coup de la loi et ils sont en prison. Leurs dossiers sont étudiés au cas par cas. Et dès qu'on se rend compte qu'un tel n'était pas impliqué à un tel niveau, au fur et à mesure, on les libère. Beaucoup ont été libérés. Mais ce n'est pas aussi... la violence n'a pas été l'apanage d'un camp. Il y avait aussi le camp présidentiel qui était indexé, pointé du doigt par rapport aux violences qui avaient été orchestrées. Lors de ces élections de 2020, j'étais acteur. Pas falsifier l'histoire. Nos forces de l'ordre ont été formidables. Et c'est encore pour moi l'occasion de les féliciter, qu'ils soient policiers, qu'ils soient militaires, qu'ils soient gendarmes. Ils ont été formidables. Ils ont encadré ces élections sans agresser personne, dans un sang-froid extraordinaire. Et ils ont même encaissé les provocations
de ceux qui ont boycotté, ceux qui brûlaient, mais ils ont été formidables. On ne peut pas mettre cette violence à l'actif du pouvoir. Non, je parle aux civils proches du pouvoir qui ont aussi été pointés du doigt par l'opposition. Bon, Parce que parmi ceux qui ont été arrêtés, il y en a. Comment on les reconnaît? Comment on reconnaît tant qu'ils sont proches du pouvoir? Ben, c'est l'opposition ivoirienne qui l'avait dit. Bon, quand vous les verrez ici, vous leur demanderez, ils vont les identifier. Mais à partir du moment où vous êtes dans la rue, vous rencontrez d'autres gens dans la rue, on ne peut pas savoir d'où ils viennent. C'est pour ça, vous savez, le vote est un droit pour tout citoyen. Je veux que tous les Ivoiriens comprennent que nous sommes libres de dire le jour du vote, on ne va pas voter. Mais personne n'a le droit d'empêcher quelqu'un d'autre aille voter. Dès que vous mettez sur mon chemin, alors que je vais aller voter, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est les militants du RHDP qui veulent aller voter leur candidat, vous mettez sur leur chemin, que voulez-vous qu'ils fassent? Que voulez-vous qu'ils fassent? Je suis déterminé à aller voter, vous voulez m'empêcher d'aller voter. Forcément, il va y avoir une bagarre. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, pour éviter ça, que tous nous comprenions, demain, il peut se faire que ce soit les militants du RDA qui aillent au boycott. Mais quelles que soient vos raisons pour boycotter, vous êtes libre de boycotter. Mais vous n'avez pas le droit d'empêcher que celui qui veut aller voter, même s'il est seul, qu'il aille voter. C'est ça, les règles de la démocratie. Oui, quand on vous écoute, il y a beaucoup de choses assez intéressantes. À un moment donné, vous disiez que ce n'est pas que les Ivoiriens qui doivent être réconciliés entre eux, mais par exemple du Burkina même, on a des motifs de nous réconcilier. Lesquels? Ah bon, vous me demandez à moi lesquels? Peut-être qu'il y a des dossiers qu'on ne connaît pas. Il y a quelques années, vous alliez au palais, ici à Blaise Compaoré, non? Il n'est pas sur le sol burkinabé. Ça vous préoccupé? Ça a duré quand même quelques années. Rien que ça. Compaoré n'est pas seul. Quand il était président, il avait des ministres. Il a un parti politique qui se réclame encore de lui, qui a même des députés à l'Assemblée. Je me suis rendu même compte que son parti, le président de son parti est le chef de file de l'opposition. Ça veut dire que, qu'on le veuille ou pas, Compaoré continue d'être dans le débat politique burkinabé. Ça, c'est encore de la réconciliation en burkinabé. Oui, justement. C'est pour ça que loin de moi l'idée de m'emmêler. Vous savez, la Côte d'Ivoire et le Burkinabé, nous sommes plus que des voisins. Donc je ne peux pas me contenter de regarder le Burkina brûler. Et c'est valable pour vous aussi. Peut-être pour préciser la question du juge, c'est vrai, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, on a dit on est plus que des voisins. Alors on est liés par l'histoire et la géographie, oui. Mais notre amitié n'a pas été un long fleuve tranquille. Alors forcément, il faut que les Burkinabés et les Ivoiriens se parlent parce qu'à un moment donné, il y a eu des meurtres ici. Est-ce que justement ce dossier-là figure sur une ligne de votre feuille de route? Est-ce que vous en avez discuté avec votre homologue burkinabé? Ben, il faut suivre les pas que nous posons. Moi, ça fait 5 mois seulement que je suis ministre de la Réconciliation. Ma première sortie au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, c'est où? C'est au Burkina. J'aurais pu aller au Sénégal. J'aurais pu aller en France. J'aurais pu aller au Liban, à la Libanais en Côte d'Ivoire. Pourquoi j'ai choisi de venir au Burkina? Pourquoi j'ai choisi d'aller écouter le Moro Naba? Parce que j'ai conscience que la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire est très forte. Que nous ne pouvons pas avoir la prétention de l'exclure dans le processus de la réconciliation. Il est arrivé, comme entre la dent et la langue, de temps en temps qu'il y ait quelques accrochages entre ce peuple burkinabé et nous, et d'autres Ivoiriens. Mais justement, notre mission à nous, c'est de faire en sorte de pacifier tout ça, mais d'aller dans le sens de la cohésion sociale. De sorte que nous soyons un peuple désormais intégré. Mais c'est un travail de longue haleine. Même Oufoué n'a pas réussi avant de mourir. Sinon, après Oufoué, il n'y aurait plus de crise entre nous. Nous sommes une société cosmopolite qui a fait le choix d'être un melting pot. Donc nous avons une culture, mais c'est un brassail de culture, la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que les Ivoiriens eux-mêmes ont compris cette vision de Félix Houphouët-Boigny? Est-ce qu'ils y ont adhéré? C'est un travail de longue haleine que nous devons construire ensemble, de part et d'autre. Oui. Et pour revenir sur la réconciliation des Ivoiriens même entre eux, je pense que Bernard Bouma posait une question qui était assez intéressante. Vous avez demandé, est-ce que ça continue? Ça veut dire que pour ceux qui sont rentrés, il y a des discours qu'on avait entendus. Moi, je ne vais pas rappeler certains ici, mais je vais dire seulement, par exemple, un nom, je pense que les gens comprendront. Quand on prend Damana Picasse, par exemple, on s'est rendu compte que même Tito Ghana est revenu, il a encore rappelé
que à telle année, qui avait vraiment gagné les élections, et donc emboucher une trompette qu'on avait déjà entendue il y avait bien longtemps. La réconciliation, c'est une question de sincérité aussi. Et c'est la vérité d'aller sur de nouvelles bases, ensemble. Pas d'oublier un certain nombre d'éléments, mais de convenir que le plus important, c'est demain. Est-ce que ceux qui, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, prêchent cette réconciliation, vous pensez qu'ils sont dans cette dynamique-là de façon sincère, au regard des petites choses qu'on a déjà entendues dès qu'on est rentré? Vous savez, personne ne peut rentrer dans le cœur de personne. Et moi, je ne suis pas non plus naïf. Ma mission n'est pas de chercher à savoir si X ou Y est sincère dans ce qu'il fait. Ma mission, c'est de rassembler d'abord tous les Ivoiriens sur leur propre sol et de par leurs actes qu'ils posent, que je m'assure qu'ils ne mettent pas à mal la cohésion sociale et qu'ils ne mettent pas à mal la paix sociale. Pour le reste, nous sommes tous libres. Après, franchement, est-ce qu'aujourd'hui, on en est encore à se demander qui a gagné les élections de 2010, mais dans quelle optique? Le président Ouattara, voilà 10 ans qu'il est président de la Côte d'Ivoire. Élu pour une 3e fois. Quelle est l'opportunité, la pertinence d'un tel débat? Où peut-il nous conduire ce débat? Nous conduire ce débat? Mais nulle part. Nulle part. Je le trouve même plus pertinent. Dans ces conditions, on fait des choix. Le choix, c'est de dire on va à la paix. Pour donner une chance à la paix, pour donner une chance à la réconciliation. Je crois bien, c'est d'éviter tous les sujets de polémique, surtout inutiles aujourd'hui, quand ils n'ont plus de portée. Ni pour ceux-mêmes qui croient qu'ils peuvent encore les ressusciter. Vous les ressuscitez pourquoi? Pour demander qu'on ait réorganisé les élections de 2010, nous sommes en 2020. 2010 est loin derrière nous. Nous sommes en 2020, bientôt 2022. Vous avez dit que ça ne s'est plus répété. Qu'est-ce qui a été le discours à son endroit? Mais non, nous nous parlons. D'accord. Nous nous parlons. C'est là tout le sens du dialogue. Nous nous parlons et quand on se parle, on se comprend. Quand on se parle, c'est pour qu'on se comprenne, au fond. Qu'est-ce que nous voulons, nous tous? Mettons les choses sur la table. Mettons les choses sur la table. Alors, monsieur le ministre, pour beaucoup, la clé de la réconciliation nationale, c'est la justice. En tout cas, c'est un passage obligé. Alors, connaissant peut-être les limites de la justice classique, beaucoup aussi estiment qu'il faut explorer du côté de la justice traditionnelle. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le débat est fait? Et quelle est votre position là-dessus? Vous savez, l'Afrique a aussi ses valeurs. L'idéal aurait été que, quand nous recevons l'éducation de l'Occident, l'idéal aurait été que nous puissions faire un bon mixage. Pas de nous renier entièrement. Vous croyez qu'avant que les colons nous visitent, il n'y a pas de crise dans nos sociétés? Ces crises ne trouvent pas de solution. Quand on parle de l'arbre à palabre en Côte d'Ivoire, c'est des lieux de démocratie, c'est des grands tribunaux. Vous voyez dans quelle élégance les chefs se réunissaient autour des belligérants et chacun avait le droit à la parole. Quand ils ont fini de s'expliquer, on situe les responsabilités et on attribue à X son tort ou sa raison, ainsi qu'à l'autre. Et en ce moment-là, on dit, bon, nous on dit, on fait à tout, vous embrassez. C'est ce que les Blancs appellent, l'Occident appelle les triptyques, vérité, qu'on appelle ça justice. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans nos sociétés, quand tu as tort, on dit tu payes 2 cabris. Vrai ou faux? Ça dépend des sociétés. 2 cabris, 2 moutons, 2 poulets. C'est ça, la justice. C'est ça, la justice. Vous reconnaissez votre tort. La vérité éclate. Vous êtes sanctionné. Voici ce que la tradition prévoit. Vous êtes sanctionné et puis on fait la paix. Mais ça ne dit rien d'autre de contraire à ce que l'Occident nous enseigne. Vrai ou faux? Bon, je pense qu'on peut conjuguer les deux. Et qu'on peut même avoir recours à nos valeurs ancestrales.
à notre justice traditionnelle. Surtout là, vous qui avez la chance d'avoir ici au Burkina une force morale, le Moro Naba, qui a de l'aura et qui est écouté, qui est une référence, ce que nous n'avons pas chez nous en Côte d'Ivoire. Ce que nous n'avons pas chez nous en Côte d'Ivoire. Mais c'est une chance. Mais qu'il faut l'explorer. Qu'il faut explorer cette chance. Et, je veux dire, pour qu'elle se manifeste aux yeux du monde. Qu'elle se manifeste aux yeux du monde et que l'on s'aperçoive que dans un coin de l'Afrique, il y a telle valeur. Telle valeur. Donc, qu'on puisse s'en inspirer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre question, elle est pertinente. Pour dire que nous n'avons pas d'autre choix, nous tous, parfois, de recourir à ces méthodes que nous avons nous-mêmes, mais malheureusement, qu'on n'exploite pas beaucoup souvent. Oui, effectivement, parce qu'après, il y en a qui disent, parce que dans la compréhension de l'imaginaire collectif, et pour beaucoup, cette affaire de justice transitionnelle ou justice traditionnelle, c'est selon, va passer par perte et profit les crimes ou le tort qui a été commis. Et c'est cette prudence et cette incompréhension qui est soulevée, alors que, bon, au fond, ce n'est pas ça. Alors, est-ce que ça a été une voie qui a été explorée en Côte d'Ivoire? Parce qu'au Burkina, ce débat a été posé par certains acteurs politiques et certains acteurs, leaders d'opinion. Est-ce que véritablement ce débat il a été posé là-bas? Ah, bien sûr. Pour ne prendre que le cas de Bobo Laurent et Blé Goudé, ça fait 10 ans qu'ils sont en prison. Ils ont été jugés. C'est parce qu'ils n'ont pas été, ils ont été reconnus, je veux dire, non coupables, qu'ils sont en liberté. Donc, il y a eu la justice. Et même la justice internationale. Et nous-mêmes qui les avons déportés là-bas, c'est parce qu'on a confiance en cette justice qu'on a déportée là-bas. Donc, si on a confiance en elle, on accepte son verdict. Donc, Babou a bel et bien été jugé. La vérité a triomphé en ce qui le concerne. D'autres sont en prison en Côte d'Ivoire. Au fur et à mesure que, bon, on apprécie leur culpabilité ou pas, ils recouvrent la liberté. Mais la justice fait son travail. Parce que la Côte d'Ivoire doit demeurer un état de droit. Que l'on ne s'imagine pas que c'est un pays où, voilà, on peut commettre ce qu'on peut comme crime sans qu'il y ait de... Non. La Côte d'Ivoire doit rester un état de droit. Maintenant, quand la justice a fini son travail et qu'on a exprimé un besoin de paix, de réconciliation, ne perdons pas de vue que la politique est au-dessus de tout. Alors, il y a eu les élections législatives, c'est terminé. Il y a les élections locales qui se profilent à l'horizon. On parle de probable report. Est-ce que les dates seront maintenues ou ça va être reporté, compte tenu également du fait qu'il y a d'autres personnes qui doivent rentrer? Et comment ça s'organise tout ça? Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Le gouvernement auquel j'appartiens n'a pas encore abordé ces questions. On s'en tient aux dates que la Constitution nous propose. Pour l'instant, il y a d'autres priorités sur lesquelles nous travaillons. Quand viendra le moment de penser à ces questions d'élections locales, s'il y a nécessité de reporter, vous le saurez au grand jour. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Au niveau du Burkina Faso, dans l'agenda de la réconciliation nationale, il y a un forum, il y a une journée qui est prévue. Chez vous, comme contenu, qu'est-ce qu'il y a? Alors, chez nous, pour l'instant, bon, le ministère a 5 mois de vie. Et puis, malheureusement pour nous, on a été quand même secoué par le décès d'abord d'Amadougon, ensuite d'Ahmed Bakayoko. Bon, le Premier ministre vient fraîchement de s'installer, qu'il a été aussi en soins à Paris, il est arrivé seulement qu'avant-hier. Donc, tous ces contingences font que les choses, pour l'instant, voilà, vont à un rythme, mais les choses vont se préciser. Peut-être une dernière question du juge Var avant qu'on ne referme le port de cette convocation. Oui, ça allait être un petit commentaire et une question en même temps. C'est que tout à l'heure on a parlé de cette justice traditionnelle. Je pense que M. le ministre est revenu sur le fait du triptyque encore, vérité, justice et conciliation, mais qu'il y ait des décisions de justice et qu'après, puisque la politique est au-dessus de tout, qu'on décide un certain nombre d'éléments. Même quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire en 2018, il y a eu des amnisties.
qui ont concerné même l'ancienne première dame et tout. Bien sûr. Mais n'empêche que pour certains, cela ne devrait pas être. On a vu même la LIDO ou d'autres organismes de défense des droits de l'homme Oui. se dire que ça ne devrait pas être. C'est-à-dire qu'il y a toujours, quoi qu'on dise, après, un regard qui n'est pas forcément celui unanime sur la dynamique finale. Est-ce qu'il faut juste, à un moment donné, condamner pour se dire que au nom de la réconciliation, on va laisser tomber et donc laisser sortir celui-ci ou celui-là, alors qu'il y a, je le dis encore, des victimes qui regardent, qui elles aussi demandent qu'à travers le caractère punitif, il y ait une forme de pansement sur leur maîtrissure. Donc je pense que la réconciliation, ça prend en compte aujourd'hui tous ces aspects-là. Bon, c'est pourquoi que c'est un exercice délicat et difficile. Ça, je vous l'accorde. Voilà. Il s'agit là de marcher sur des œufs sans les casser. Et donc, quand on a pris librement le soin de faire la guerre, il faut laisser les gens aller à la réconciliation. Voilà. D'accord. Dernier commentaire, juge Bougma. Oui, dernier commentaire à deux niveaux. Le premier niveau, c'est sur la personne du ministre qui est toujours constant sur ses positions politiques et sur ses convictions et qui a choisi une ligne de conduite qui dit je prêche un discours de paix, je prêche ceci, mais qui est constant. En tout cas, on peut lui reprocher sauf sa constance, qui est resté constant depuis les années où il faut jusqu'à maintenant, là, il le dit. Mais maintenant qu'il y a une mission de réconcilier aussi les Ivoiriens, qu'il y a une autre paire de manches, quand on sait également ce qui s'est passé dans son propre parti politique. Mais bon, qui y croit et qui y va. Mais comme les deux l'ont si bien dit, la question de la réconciliation est tellement délicate parce que vous avez des victimes à consoler. Vous avez aussi des gens qui sont présentés comme bourreaux, qui sont à côté. Il y a une justice qui doit aussi faire son travail. Et c'est un exercice qui est véritablement délicat. Et donc, c'est ce que j'ai également à dire comme commentaire. Ça ne va pas être une tâche aisée parce que même au niveau du Burkina Faso, ce n'est pas aussi simple quand on commence à aborder la question de la réconciliation nationale. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu à cette convocation spéciale et délocalisée. Avec vous, nous avons parlé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Merci, Monsieur les juges, pour ces différentes clés de lecture. Alors, on se dit à demain pour d'autres actualités à juger. En tout cas, restez fidèles au programme des médias leaders, Truy TV et Watt FM. À demain.